Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors c'est la revue de presse numéro 457 du mardi 4 mars 2025. Quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, jour après jour, je vous dis à peu près la même chose. Les Russes continuent à avancer dans le Donbass. Mais là, les Russes, à mon avis, vont aller un peu plus vite. Monsieur Trump a supprimé toutes les aides à l'Ukraine à partir d'aujourd'hui. Et nous verrons bien si Monsieur Zelensky va pouvoir rester en place après tout ça. D'autre part, Monsieur Macron, lui, est en train de nous dire qu'il faut absolument partager notre arme atomique avec nos voisins européens et en particulier l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Pourquoi pas? Oui, ben oui, pourquoi pas? Heureusement, un député de l'opposition vient de dire ceci dans l'hémicycle. Il faut un référendum pour ce genre de choses. Et là, je suis persuadé que les Français répondront par un non massif. Heureusement. Mais est-ce que Macron va faire un référendum? Je ne crois pas. Alors nous verrons bien ce que diront les députés de l'opposition de gauche pour savoir un peu s'ils sont d'accord, eux, pour partager l'arme atomique. Voilà, voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Enfin, non, pas seulement, hein, M. Netanyahou a supprimé toute aide à Gaza, puisqu'il interdit maintenant l'aide humanitaire à accéder à la bande de terre de Gaza. Apparemment, les négociations ne sont pas en bonne voie avec le Hamas. Voilà, voilà un peu un tour du monde, très rapide. La revue de presse numéro 457 du mardi 4 mars 2025. Bonne lecture, au revoir. Reporting the United States is pausing all U.S. military aid to Ukraine until President Trump determines the Ukrainians show a commitment of good faith peace negotiations. That's according to a senior Trump administration telling Fox. This is not a permanent termination of aid. It is a pause. The orders are going out right now. The official said this in response to Ukrainian President Zelensky's conduct over the last week and his words over the weekend. So it's all stopping, Brian. Yeah, well, he needs an apology. President Trump says, I need a direct apology. This can be fixed with a phone call. Sorry if things went off the rails. Like the first 45 minutes of our talk. Didn't like the last 10. So let's get this thing back on track. I understand what you mean. And let's do it. And then you put the ball in Russia's court. And let's see how sincere they are. But it's going to take a call from Zelensky to Trump directly. And I'm sure he'd take the call. The guy does not hold grudges. Leslie, this is going to be part of that speech. Democrats, some of them saying they're going to boycott the speech. How do you think this all plays? I'm not a big fan of boycotts. I'm also not a big fan of pre-rebuttal. Let's see what the guy has to say. Show up. That's what people vote for you to do. And by the way, when's Putin going to apologize to Zelensky for invading his sovereign nation? Just wondering. True. Absolutely. You're right. There you go. 76 tanks Abraham et T-72, 200 canons lourds, 350 véhicules blindés, lance-missiles et munitions. Au total, l'aide militaire américaine représente plus de 64 milliards d'euros. C'est 2 milliards de plus que la trentaine d'autres pays qui livrent des armes à l'Ukraine. Il y a l'armement lourd, mais pas seulement. 500 millions de cartouches et grenades américaines ont déjà été fournis aux soldats ukrainiens. À cela s'ajoutent des lance-roquettes et missiles anti-chars. L'aide de Washington est également importante dans les airs et sur la mer, car si l'administration américaine a toujours refusé de livrer directement des avions de combat, hélicoptères, drones et navires côtiers ont été fournis. Une aide qui ne concerne que le soutien armé. À cela s'ajoutent près de 50 milliards d'aides financières et humanitaires.
Le président Trump a suspendu l'aide militaire américaine à destination de l'Ukraine, et je cite, « jusqu'à ce que les dirigeants ukrainiens démontrent leur volonté de paix ». Donc cela devrait s'appliquer à tout le matériel militaire américain qui n'est pas encore arrivé en Ukraine, donc ce qui comprend également le matériel en transit. Cela aura un impact tout particulier sur la défense aérienne ukrainienne, puisqu'il sera question de l'approvisionnement des Patriotes, mais également des tirs de l'artillerie avec le HIMARS. Une autre question se pose concernant le renseignement. Est-ce que ce dernier est compris également dans l'aide militaire américaine ? Puisque le renseignement par satellite américain est utilisé également pour le bombardement des positions russes. La question reste posée. Côté ukrainien, ils ont encore des stocks pour tenir plusieurs mois. Et ils ont également mis en place des fabrications donc, de drones, notamment les drones kamikazes, avec une production domestique. Ce qui veut donc dire qu'ils ne sont pas dépendants donc, de l'étranger pour tout ce qui est attrait aux drones. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Starmer a annoncé que le gouvernement britannique fournirait à l'Ukraine environ 2 milliards de dollars par le biais du programme de financement des exportations du Royaume-Uni pour acheter plus de 5000 missiles pour la défense aérienne. On parle ici de missiles Martlet, donc LMM, Lightweight Multi-Role Missile. Donc ce sont des missiles guidés polyvalents, légers, et qui peuvent détruire des Guéran. En parlant des drones, l'utilisation de ces derniers par les Russes, cette fois-ci en Ukraine, a atteint un nouveau record en février de cette année. Et à contrario, selon les sources ouvertes, le nombre de frappes de missiles a lui diminué. Donc je parle bien des Russes. Le 23 février, la Russie a lancé un record de 267 drones en une seule nuit. La seule attaque de missiles de grande envergure a été enregistrée le 1er février. Et ces frappes ont principalement visé les infrastructures militaires, industrielles et énergétiques dans les régions de Dnipro, Odessa et Poltava. L'utilisation des drones kamikazes russes est aussi en augmentation et on note également un retour des Lancet. L'utilisation quotidienne de ces drones que l'on appelle FPV, pour vous donner quelques chiffres, en 2024, donc côté russe, on était entre 250 et 300 par jour. Et depuis le début de 2025, on approche 1000 par jour dans de bonnes conditions météorologiques. D'ailleurs, on peut constater cela dans les destructions de blindés ukrainiens qui ont augmenté ces 2 derniers mois. On note aussi une augmentation des drones kamikazes à fibre optique, contre lesquels les moyens de guerre électronique sont inopérants. Et cette utilisation massive de drones, et plus particulièrement les Guéran, augmente la pression sur les défenses aériennes ukrainiennes, puisque les Russes utilisent également des leurrs dans leurs attaques, donc ce sont des Guéran mais sans explosifs, et qui consomment les missiles aériens ukrainiens. D'ailleurs, ces derniers dépendent largement des missiles fournis par l'Occident. Et je termine donc avec ces informations générales, avec les premières images du Mirage 2000 dans le ciel ukrainien. Trump, l'homme de Poutine, l'homme des Russes. Comment effectivement cette espèce de situation à la fois dont on aurait envie de rire, surréaliste, de peur d'être obligé d'en pleurer parce que elle est grave, comment vous la ressentez, comment vous l'analysez? Bon, on va y revenir depuis le début. La guerre d'Ukraine, elle pose 2 problèmes absolument majeurs. D'abord, un problème qui est sur la table depuis l'indépendance de l'Ukraine il y a 33 ans, mais que personne n'a voulu regarder, sauf les Russes, et nous, on n'a pas regardé. Quel est l'avenir de ce pays qui est au centre névralgique de l'Europe, entre l'Allemagne et la Russie? C'est Mackinder, le grand géopoliticien du XIXe siècle, qui disait que celui qui contrôle le cœur de l'Europe contrôle l'Eurasie, celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Donc c'est une zone absolument vitale, qui a toujours été une zone de guerre, une terre de sang, avec des millions et des millions de morts, parce que c'est une zone de passage entre l'Allemagne et la Russie. Lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, au moment de l'explosion de l'Union soviétique, à la fin de l'année 91, la question s'est posée de savoir où allait aller l'Ukraine. Est-ce qu'elle allait rester sous le giron de la Russie? Est-ce qu'elle allait passer à l'ouest? Est-ce qu'elle allait servir de pont entre les deux? Moi, je me suis occupé de l'Ukraine depuis cette période,
Depuis cette période de l'effondrement de l'URSS. Oui. Et donc, je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'était en 2003-2004, quand j'étais président de l'Assemblée de l'OTAN, et Yushchenko, vous savez, ce président grêlé là, qui avait été empoisonné par le KGB, m'a dit, nous, on n'a qu'un objectif, rejoindre l'OTAN. Rejoindre l'OTAN, c'était signal rouge pour les Russes. Poutine me dit, en 2013, donc 9 ans plus tard, si l'Ukraine passe à l'ouest, je préférerais la détruire, elle n'ira jamais à l'ouest. Voilà le sujet. Il vous l'a dit. Il me l'a dit en face. D'accord. Fin 2013, juste avant le deuxième Maïdan. Ouais. Donc on est dans une situation où la question fondamentale, c'est que va devenir ce pays? C'est ça la question qui est posée devant nous. Avec situation militaire qui est connue depuis au moins 2 ans, savoir que les Ukrainiens ne peuvent pas regagner militairement les territoires conquis par les Russes, ni le Donbass ni et la Crimée. Bien sûr. À l'inverse, les Russes ont montré qu'ils sont incapables de prendre toute l'Ukraine, donc à un moment ça s'arrête. Et ça s'arrête parce que aujourd'hui tout le monde est épuisé, puis qu'arrive un président américain qui a décidé de couper les crédits, qui avait commencé d'ailleurs. Trump l'an dernier avait, par la pression qu'il a exercée sur le Congrès, suspendu les crédits pendant 6 mois. Tout le monde a oublié, enfin, l'avertissement. Vous parlez de Biden, là? Non, je parle de Trump. De Trump, la pression de Trump. Qui avait pesé sur les élus républicains au Congrès. Oui, pour être précis. Pendant 6 mois, les livraisons d'armes ont été interrompues. Biden a pu obtenir un nouveau paquet de 60 milliards, et c'est ce paquet de 60 milliards qui s'achève aujourd'hui. Il devait rester 3,5 milliards à peu près à dépenser, à livrer, et c'est ceux-là qui sont interrompus, sachant que Trump, de toute façon, ne veut pas continuer à payer. Bon. Donc vous avez ce problème-là qui n'est pas réglé. Les Américains ont décidé, et ça parce que Trump vraiment marque une inflexion majeure dans l'histoire des États-Unis, on revient non pas à 45, on revient à avant 1914, avant le traité de Versailles. Donc l'Amérique redevient isolationniste, nationaliste, impérialiste. America first, c'est ça. Impérialiste au sens de Teddy Roosevelt, oui, empire, oui. De façon ouverte. Empire ou pas empire, ils sont comme ça. Il n'y a pas de raison de penser que les États-Unis, ad vitam aeternam, allaient servir de protecteur de l'Europe ou de qui que ce soit. Voilà, ils reviennent. Sauf que l'Europe l'a repensé pendant 60 ans et a dormi dessus. Voilà, ça c'est son problème à elle. Et donc c'est pour ça que Trump dit aux Européens, maintenant débrouillez-vous, c'est votre affaire. Sur le front de Koursk, on note une sécurisation du terrain au nord du village de Sverdikovo. Sur le front de Louhansk, les Ukrainiens ont repris du terrain au sud de Sinkivka. Et quant aux Russes, ils ont également sécurisé du terrain sur cette partie du front. Les Ukrainiens ont également lancé une attaque depuis le village de Oudachnie, où ils ont donc repris un petit peu de terrain. Les combats pour la ville de Toretsk continuent. Et un léger gain pour les Russes également au sud du village de Bilorivka sur le front de Siversk. Friday, President Zelensky was moments away from signing an economic lifeline, and instead, he put the cart ahead of the horse and he bit the hand that is feeding him. The United States and the American people are tired of footing the bill for this war. C'est-à-dire que là, tout ce qui transpire depuis dimanche et la réunion du Club des 5 pour faire de la calinothérapie à Zelensky là, parce que là ils étaient tous là, oh mon kiki, viens là qu'on te fasse un bisou, le gros Donald il était méchant avec toi. Ils étaient pathétiques. Même l'Espagnol s'en est mêlé pour faire du Macron et du Trudeau. Enfin bon bref. Donc tous ces gens-là ont discuté pour une fois que le tamis communication est terminé, on apprend finalement hier soir à 24 heures d'intervalle, en fait, le truc a accouché d'une souris. Et même encore plus petit peut-être qu'une souris, d'un souriceau. C'est-à-dire que même sur LCI, la voix du maître, qu'on écoute le soir religieusement avec ses enfants avant d'aller se coucher, eh bien, bon, sauf quand il y a tonton Michel qui devient un peu trop bête, là, faut écarter les gosses du poste. On nous dit, finalement, il se passera rien. Parce qu'on n'a pas les moyens pour la 500 millième, je sais pas combien de fois, nous sommes à poil, nous sommes à l'os. Alors, par contre, comme tu l'as très bien rappelé, avec l'histoire des idées un peu folles de relancer notre économie d'armement et nous faire les poches au passage, parce que c'est ça le plus important.
C'est pas qu'on va avoir un grand programme régalien de réarmement comme le général de Gaulle en avait mené un dans les années 60 avec la dissuasion nucléaire, etc. Parce que sinon, pourquoi pas, je dirais, puisqu'il faut se défendre, que l'univers international a changé, qu'on remette un peu en avant les défenses de la France et puis qu'on dise aux Européens, bah écoutez les cocos, faudrait peut-être aussi vous y mettre, hein, et notamment nos camarades allemands qui maintenant sont bien contents de venir nous voir après nous avoir craché dessus depuis le traité de l'Élysée il y a 60 ans, enfin un peu plus de 60 ans. Mais la réalité, tu l'as très bien dit, ça va être de nous faire les poches. Hein. Ils ne savaient pas comment aller taper dans les livrets d'épargne des Français. Bon, bah là, ils vont faire le truc. Ah, vous allez voir, si on ne monte pas les dépenses, vu que les Amerlocs nous lâchent, les Russes sont à Paris demain matin. Donc, première question, l'avenir de l'Ukraine, qui n'est pas du tout réglé. Cessez le feu, trêve, quelle est la part des Européens, comment ils vont faire pour se refinancer, etc. Le deuxième problème, c'est que, et c'est pour ça que je parle de basculement du monde dans mon livre, c'est que la guerre d'Ukraine a déclenché, a accéléré des mouvements telluriques déjà à l'œuvre. C'est-à-dire d'abord l'isolationnisme américain, mais surtout aussi la montée du Sud global, c'est-à-dire des pays comme la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, la Turquie. Et comme Biden a soudé la Chine et la Russie en faisant cette guerre par procuration non déclarée contre la Russie à partir d'avril 2022, ce qu'il voulait pas faire au début, mais comme il a vu que l'armée russe était battue devant Kiev, on s'est dit on va saigner l'armée russe. Donc à partir d'avril commence le réarmement de l'Ukraine par les États-Unis, et nous les Européens, on suit comme des moutons sans qu'à aucun moment, vous m'entendez, soit posé la question de c'est quoi l'objectif stratégique, comment on en sort, qu'est-ce qu'on veut à la sortie. On était dans l'émotion, on allait se battre pour le bien contre le mal, comme a dit Monsieur Biden à l'époque à Varsovie, repris par tous les Européens. Poutine égale Hitler, Zelensky égale Churchill, voilà, etc. Et dans les magazines français à l'époque, c'était Churchill versus Hitler. On rejouait 1938, et donc on s'est embarqué dans ce truc où, en fait, on était un peu comme les supporters d'une équipe de foot ou d'un boxeur assis sur le canapé. On paye le ticket d'entrée assez cher. L'Europe a payé 130 milliards, plus tout ce qu'on a perdu en Russie, c'est-à-dire les investissements, plus le gaz. Le gaz 4 fois plus cher qu'on importe des États-Unis à la place du gaz russe. Donc ça fait l'inflation à 25%. Le pétrole indien, etc. Non mais vous avez vu l'inflation quand même alimentaire en France et en Europe, plus 25. C'est le résultat direct de cette guerre. Bon, on paye le ticket, mais on laisse les Ukrainiens se battre au nom de la liberté. Et puis vous avez un président ukrainien qui tourne aux capitales, les différentes capitales, la Mostra de Venise, enfin toutes tout, et il explique, nous nous battons pour la liberté, pour votre liberté, notre sang coule à votre place, donc vous payez. Et donc ça c'est le laïus auquel on a reçu depuis 3 ans, et c'est le laïus qu'il a servi dans le bureau ovale. Alors là ça n'a plus marché du tout, parce que Trump veut plus payer, et que de toute façon, il considère que c'est pas à Zelensky de dire comment les Américains doivent se protéger. Quand à un moment, Zelensky a dit « Oui, mais vous êtes protégés par ce joli océan », c'est là qu'il explose, Trump. Et il a ajouté « Vous allez voir, vous allez connaître la guerre, c'est pas l'océan qui va vous protéger ». Et là, Trump a explosé. C'est là que ça s'est fait. C'est ça que ça s'est joué. Contrairement à ceux qui disent que tout ça est planifié, pas du tout. C'est la leçon de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que là, en plus, alors même si ça n'est que de l'agitation verbale, ces gens-là sont prêts à poursuivre la politique industrielle de très haute technologie qu'ils ont menée jusqu'alors. C'est-à-dire que, comme tu le rappelles, ils sont prêts à continuer de produire des missiles à 1,5 million d'euros quand les Russes viennent de nous prouver qu'il y avait peut-être besoin d'un peu plus de missiles de qualité un peu moindre. Hein, je rappelle aussi cet élément-là, c'est-à-dire que le mur des réalités qu'on vient de prendre dans la figure au niveau industriel de l'armement, c'est que les Russes utilisent des obus de 152 mm et de 122 mm qui ont été conçus pendant la Seconde Guerre mondiale et améliorés pendant la guerre froide, et qu'ils en produisent 3 millions par an. Alors que nous, on a des obus un peu plus sophistiqués qui coûtent un bras. Hein, je rappelle, le prix d'un obus de 155 mm américain est près de 10 fois plus cher qu'un obus russe pour le même résultat. Donc, il y a peut-être aussi un problème, c'est que personne là, et c'est là qu'on voit que c'est faux, c'est que s'ils étaient intelligents, ils nous diraient on va faire une nouvelle politique de la défense, on va la mutualiser et on va tirer les leçons
de ce que l'industrie russe est en train de nous donner aujourd'hui, et ils ne le font pas. Moi, je cite dans mon livre, bien, et encore, je savais même pas que Trump allait être élu, j'avais pas de garantie. Je pensais qu'il allait être élu. Mais quand j'ai fini d'écrire ce livre l'été dernier, que c'est parti chez l'imprimeur début septembre, je savais pas que Trump serait automatiquement élu. Par contre, j'ai cité longuement Trump, et surtout son idéologue en chef, le J.D. Vance, qui est un type très remarquable, très intéressant. Il l'a montré, oui. Il a écrit un livre très intéressant qui est sorti en français. Voilà. Hillbilly. Qui raconte sa jeunesse dans une famille extrêmement pauvre des Appalaches. Comment il était dans l'armée après, comment il a eu sa bourse pour faire des études. Et c'est un type qui a dit, quand j'étais dans l'armée, j'ai compris que tout ce qu'on racontait sur le rôle des Américains, la liberté dans le monde, d'exporter la démocratie, tout ça c'est pipeau, on mourrait pour rien, on dépense de l'argent pour rien. Donc il est revenu et il a servi d'armature intellectuelle au milliardaire de l'immobilier qui est Trump. Donc maintenant vous avez une fusion entre les néo-isolationnistes, nationalistes américains, la tech de la Californie, la tech d'Elon Musk, voilà. Et donc ça fait, c'est en train de faire une révolution à l'intérieur des États-Unis qui est au moins aussi importante que ce dont on parle à propos de l'Ukraine. Pendant qu'il parle de l'Ukraine en Europe, il est en train de changer tous les États-Unis de façon très profonde. Donc voilà ce qui se passe. Il se passe un énorme point d'interrogation sur comment on sort de cette affaire ukrainienne, et puis une révolution mondiale avec la montée du Sud global, le poids de la Chine et de plus en plus des pays qui en ont marre de nos valeurs, marre du dollar, marre des sanctions américaines et qui s'organisent de plus en plus pour dédollariser leurs échanges. Les BRICS, pour ne pas les nommer. Sont les BRICS co-dirigés par les Chinois et les Russes. Donc voilà le sujet. Et là-dedans, la vieille Europe, en déclin démographique, qui a décroché des États-Unis depuis 20 ans de façon spectaculaire. Il y a 20 ans, 25 ans, les États-Unis et l'Europe étaient au même niveau sur le plan des PNB. L'Europe était même juste un peu avant. Aujourd'hui, on a flanché de 50%. Les grandes technologies, lancées il y a 20 ans aux États-Unis, n'existent pas en Europe. Les grandes boîtes de la tech, il n'y en a aucune en Europe. Donc on a pris du retard, on a décroché, et on a continué à désarmer tout en finançant toujours plus d'aide sociale dans tous les pays, pas seulement en France. Et donc on se retrouve dans une situation où on est en train d'être largué par l'histoire qui se fait sans nous, dans un endroit, l'Ukraine, qui est vital, parce que, comme dit mon vieux maître Jacques Bainville à la sortie du traité de Versailles en 1918, parce que lui, il avait tout de suite vu qu'on était dans une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a dit, Bainville? Il a dit, ce traité est en train de refermer la plaie en laissant l'infection dedans. Donc ce qu'il faut éviter en Ukraine, c'est de trouver une situation à l'arrivée qui soit pire qu'au début, c'est-à-dire que la guerre continue, et contrairement à ce que dit Monsieur Macron, qu'on se retrouve coincé dedans, parce que avant d'aller engager des forces, je voudrais juste qu'ils réfléchissent un tout petit peu, ce serait pas mal. Et le président des États-Unis, Donald Trump, a mis en pause toute aide militaire à l'Ukraine. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis réexaminaient leur aide pour s'assurer qu'elle contribue à une solution. S'exprimant plutôt à la Maison-Blanche, le président Trump a laissé entendre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne serait pas là très longtemps s'il ne parvenait pas à un accord de cessez-le-feu avec la Russie. Dans son discours du soir, Volodymyr Zelensky a indiqué que l'Ukraine avait besoin de garanties de sécurité pour une paix réelle et équitable. La Russie estime qu'il doit être contraint de faire la paix après son affrontement avec Donald Trump. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a mentionné que l'affrontement démontrait la difficulté de parvenir à un accord avec l'Ukraine. Nicolas Dupont-Aignan, par ce coup de pression de Trump sur Zelensky, avec cette suspension de l'aide militaire qui intervient après le clash donc de la semaine dernière dans le bureau de la Maison Ovale. Quelle interprétation vous y voyez, vous, Nicolas Dupont-Aignan? D'abord, j'en tire une leçon. Oui. C'est que la défense d'un pays est par soi-même. Et c'est le plus bel hommage posthume au général de Gaulle qui a donné à la France la force de dissuasion nucléaire. Et voilà pourquoi il ne faut pas la partager. C'est notre assurance vie. C'est-à-dire qu'un pays libre, c'est un pays qui assure sa défense. Librement et seul. Et quand je vois que le président de la République veut la brader, ça m'indigne. Mais on en parlera après. Sur Trump. La forme est détestable, mais sur le fond, j'estime qu'il a raison. Pourquoi ? Parce que cette guerre est une boucherie, parce que cette guerre
peut être arrêtée, elle aurait pu être arrêtée dès le premier jour, elle aurait pu être évitée si on avait eu des dirigeants raisonnables. Or, bah oui, mais Poutine a envahi l'Ukraine. Non, mais Poutine n'aurait pas envahi. En 8 jours, il voulait aller jusqu'à Kiev et prendre l'Ukraine. Le problème de fond de ce débat, dont personne ne parle, c'est une erreur d'analyse de départ. L'Ukraine, si je peux avoir 10 secondes, l'Ukraine a été russe pendant 4 siècles. L'est de l'Ukraine est Kiev, c'est le berceau de la Russie. En 91, indépendance ukrainienne. À l'époque, Jacques Chirac, dès qu'il a été président de la République, a proposé la neutralité de l'Ukraine pour considérer que si on voulait stabiliser l'Europe, il fallait pas que la Russie se sente menacée par des missiles américains en Ukraine, qu'il fallait que l'OTAN s'arrête à l'Union européenne, la Pologne, etc., qu'on avait suffisamment avancé après la chute du mur de Berlin, et que la paix en Europe dépendrait de cette capacité à avoir une Ukraine neutre, non militarisée. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après la révolution de Maïdan en 2014, les Américains ont voulu avancer, les néoconservateurs américains, pour déstabiliser la Russie. Ils ont mis des bases, 12 bases de la CIA, ils ont avancé, ils ont surarmé l'Ukraine, et ils ont attaqué aussi le Donbass, les populations russes. Face à ça, il y a eu des accords de Minsk. Les accords de Minsk n'ont été respectés ni par les Russes, ni par les Ukrainiens. François Hollande l'a avoué, en disant on s'en fichait. Donc ce que je veux dire, et c'est très important pour nos compatriotes, c'est que la vérité, c'est pas d'un côté qu'il y a eu le russe, l'agresseur, et le gentil ukrainien de l'autre. La vérité, c'est une guerre civile tragique au cœur de l'Europe, qu'on aurait pu éviter. C'est pas qu'une guerre civile. Si, parce que ce sont des populations slaves qui ont vécu ensemble pendant 400 ans. Ça a la tragédie d'une guerre civile. C'est terrible. Attendez, si je peux finir mon explication. Et si on avait su désamorcer cette guerre, Poutine n'aurait pas attaqué, parce que Poutine demande des garanties de neutralité de l'Ukraine depuis le départ. Et les Américains et les Européens de l'OTAN, ce que j'appelle les excités, ont voulu pousser à la guerre en permanence. Poutine a commis la faute et de l'agression que j'ai condamnée. Donc pour moi, les torts sont partagés. Et l'intérêt de Trump, c'est qu'il met fin à cette politique américaine folle qui consistait à vouloir toujours armer plus loin l'OTAN vers la Russie et à une confrontation avec la Russie. On a la chance, on a la chance historique. Alors, je vous ai laissé on a la chance historique de cette volonté de paix des Américains. Votre vision des choses. Ça fait des mois qu'ils nous disent ah bah oui, il y a de l'épargne qui dort, faudrait le mobiliser notamment par rapport à la mobiliser par rapport aux retraites et compagnie. Bon bah là c'est tout trouvé. On fait peur à la ménagère de moins de 50 ans. On lui dit que tiens ça tombe bien, ça va être le 80e anniversaire de la libération de Berlin. Il y a le bolchevique qui arrive avec le couteau entre les dents. Qui va violer tout le monde et que si elle donne pas son épargne, c'est foutu. Que la réalité est un peu différente quand même. Il y avait un peuple ukrainien qui était tourné vers l'Europe, qui voulait aussi vivre un peu comme l'Europe et pas comme la vie en fait en Russie, où vous savez que évidemment on est sous une forme de dictature quand même en Russie. Et c'est pas une dictature l'Ukraine aujourd'hui. Il a supprimé les élections. C'est le régime le plus corrompu du monde. Vous préférez en fait la Russie à l'Ukraine? Non. C'est ce que vous êtes quasiment en train de dire, Nicolas Dupont-Aignan. Je refuse d'être entraîné. Non, mais je vais vous dire. Je refuse d'être entraîné dans ce choix. C'est une guerre entre deux pays. Mais à un moment, il faut faire des choix. Non, mais alors, ça veut dire... attendez, soyons clairs. Ça veut dire que la France participe à toutes les guerres du monde. Il y a un conflit dramatique en Israël entre les Palestiniens et les Israéliens. Est-ce qu'on intervient? Also, though, think that they're in more alignment, and they should be, with the U.S. when it comes to those freedoms and things you talk about. Certainly, those are not things that you would say that Russia or Putin celebrates or bestows on his own people. That's correct. I would not make that claim, and it's clear that that's not the case, nor does President Trump. But that's not really what we're talking about here. We're talking about many of these European countries and Zelensky himself, who claim to be standing and fighting for the cause of freedom and democracy, when we actually look at what's happening in reality in these countries, as well as with Zelensky's government in Ukraine, is the exact opposite. You have the canceling of elections in Ukraine. You have political parties being silenced or even criminalized or thrown in prison. You have the freedom of religion, churches being shut down. You have political opposition being silenced. You have total government control of the media. We could go down a whole laundry list of issues that are against
the values of democracy and freedom. So it really begs the question, as Vice President Vance said again in Munich, it's clear that they're standing against Putin. Obviously, that's clear. But what are they actually really fighting for? And are they aligned with the values that they claim to hold in agreement with us, the values that President Trump and Vice President Vance are standing for? And those are the values of freedom, of peace, and true security. All right, so the way that you describe... Alors la question c'est jusqu'où Zelensky peut résister, mais là, clairement, les Américains veulent arrêter. Donc, dans la mesure où ils arrêtent de livrer des armes, c'est très simple, ça va s'arrêter. Parce que l'essentiel des armes, c'était des armes américaines, et les Européens, les arsenaux sont vides. Ce qu'on avait à leur donner a été donné. Mais je comprends pas, on va faire l'armée européenne avec Ursula von der Leyen, 800 milliards. Non, mais c'est là, si vous voulez, que moi je les appelle les somnambules illusionnistes qui nous gouvernent, pas seulement à Paris, mais dans toute l'Europe. On a affaire à une bande d'illusionnistes qui jouent les séquences médiatiques. Vous savez comment ils font. J'étais en politique suffisamment longtemps pour vous dire comment ça fonctionne. Ils sont obsédés par l'élection et par la séquence de la semaine. On fait semaine après semaine après semaine. Donc ça fait 3 ans que cette guerre dure. 3 ans qu'on nous parle de réarmement, 3 ans qu'on nous parle d'Europe de la défense et de souveraineté européenne. Il se passe Pipo et Mario. Pipo et Mario, parce que personne n'a le courage. Si, il y a eu 100 milliards de débloqués par Scholz pour le jour de l'invasion, le 24 février. Là, c'est un tournant mondial, je mets 100 milliards. Mais ces 100 milliards, ils ont surtout été destinés à acheter du matériel américain, et depuis, on n'a plus entendu parler. Le budget de défense allemand n'a pas augmenté. Celui de la France, c'est très optique, en réalité, parce qu'on a fait du spatial. On a essayé de rattraper les retards, mais si vous regardez le nombre de matériel effectivement disponible, de bateaux, d'avions, de blindés, de canons, ça n'augmente pas. Pourquoi ça n'augmente pas? Parce qu'on met pas l'argent. La France dépense 900 milliards de dépenses sociales par an, et à peine 45 pour la défense. Une fois que si vous voulez maintenir, aujourd'hui, selon le chef d'état-major de l'armée de terre lui-même, quand Macron a commencé à dire, il y a 1 an déjà, en février, je vais peut-être envoyer des mecs sur place, je cite de mémoire. Moi j'étais horrifié. D'abord, le chef d'état-major a dit 20 000 hommes. C'est ce que nous pouvons envoyer. Sur 1000 kilomètres de front, où il y a 1 million de soldats de part et d'autre. C'est quoi? De quoi parle-t-on? Donc, si, et en effet, les services de renseignement danois, finlandais, allemands disent « Oh là là, Poutine va arriver », si vous voulez qu'il n'arrive pas, d'abord, tout de suite, il peut pas, puisque on voit avec quelle difficulté l'armée russe qui a perdu 8000 blindés et 200 000 hommes tués au moins. Le temps qu'elle se reconstitue, il va falloir au moins 5 ans, ça tombe bien. Il faut qu'on ait au moins 5 à 10 ans en Europe pour construire des forces armées. Au moins. Oui, parce que bon, c'est jouable, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, si on a des doutes sur les instincts impérialistes de la Russie ou des États-Unis, on a le droit de les avoir. Moi, je les ai aussi. Dans ce cas-là, préparons-nous. Mais on peut pas à la fois désarmer, dire aux Ukrainiens de continuer à se battre aussi longtemps que nécessaire, et ne rien faire en même temps, et ne pas parler aux Russes. Il y a un moment où il faut renouer avec toutes les parties, essayer d'en sortir le moins mal possible, trouver une solution qui évite que ça dégénère, que l'infection continue. Je rappelle qu'il va y avoir des gens en Ukraine qui n'accepteront pas le cessez-le-feu. La partie droite à l'ouest de l'Ukraine, l'ancienne UPA, les nationalistes ukrainiens sont férocement anti-russes. En 1945, quand Staline a pris le contrôle de l'Ukraine et a tracé ses frontières actuelles, les Ukrainiens nationalistes se sont battus et ont tué des Russes jusqu'en 1955. Vous savez, quand je viens dans ma voiture ici le matin, j'écoute la radio, j'écoute pas fort, je zappe entre Radio Courtoisie et France Info, et je suis tombé en mettant France Info sur une déclaration de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, justement, qui expliquait que la menace n'avait jamais été aussi importante contre l'Europe, que depuis 7 ans, il prenait l'exemple du temps qu'Emmanuel Macron a passé à l'Élysée.
la frontière de cette menace s'était rapprochée. Et il disait, comme Emmanuel Macron l'a dit, alors il parlait de rehausser les budgets de la défense, on va en parler, de ce qui s'est décidé hier à Londres. Et il disait, depuis 7 ans, Emmanuel Macron le réclame. Et je suis un peu tombé des nues, je dois avouer, en me disant, mais ça fait quand même 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. S'il avait voulu réclamer une hausse de ce budget, qu'on ne soit pas à 2,1, peut-être, on va peut-être passer à 3, etc. C'est quand même lui le chef, non? Enfin, je trouve assez à la fois étonnant d'entendre des choses comme ça, mais en même temps assez symptomatique d'un réveil très très difficile auquel on est en train d'assister sur justement autour de cette fameuse épisode historique qui s'est déroulé vendredi dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Follow up my colleague's question from Russia saying that your foreign policy is largely in line with their vision. Should that be concerning to Americans? Said what? Should that be concerning to Americans? Read the statement. That Russia says that your administration's foreign policy is, quote, largely in line with their vision. Well, I'll tell you what, I think it takes two to tango, and you're going to have to make a deal with Russia, and you're going to have to make a deal with Ukraine. You're going to have the assent, and you're going to have the consent from the European nations, because I think that's important, and from us. I think everybody has to get into a room, so to speak, and we have to make a deal. And the deal can be made very fast. It should not be that hard a deal to make. It can be made very fast. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal. And if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long because I believe that Russia wants to make a deal. I believe certainly the people of Ukraine want to make a deal. They've suffered more than anybody else. We talk about suffering. They've suffered. Nos dirigeants européens, et notamment Emmanuel Macron, on mente matin, midi et soir à l'égard des Français. Et vous croyez pour que alimenter... Vladimir Poutine, lui, ne ment pas? Vous faites confiance à Vladimir Poutine? Je ne fais confiance ni à Poutine, ni à Zelensky, ni même à Trump. Je ne fais confiance qu'à la France. Ce que je veux dire, c'est que ce conflit a été instrumentalisé par Emmanuel Macron et certains dirigeants européens. C'est pas Macron qui a déclenché la guerre, quand même. Non. Mais on aurait pu éviter ce conflit. Et ce que je dis... Oui, mais avec les Nicolas Dupont-Aignan, nous sommes aujourd'hui en 2025, non, mais Nicolas attendez, Dupont-Aignan. Non, mais c'est bien. Mais depuis 5 minutes, vous refaites un peu l'histoire. Non, je refais pas l'histoire. Ah, si. Est-ce que je peux vous dire une chose? Oui, allez-y, bien sûr. C'est un fait. Il y a eu une paix signée 2 mois après le début de la guerre, à Istanbul. En Ukraine, ça n'a pas été complètement signé. À Istanbul, hein, vous avez raison, en Turquie. Il y a eu une paix signée. Attendez, non mais il faut dire la vérité aux Français, puisqu'on a un immense mensonge aujourd'hui dans le pays. Il y a eu une paix signée 2 mois après, entre Russes et Ukrainiens. Elle a été signée. Elle était en cours. Elle était signée. Zelensky n'était pas effectivement elle était signée. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'a refusé les Américains de l'époque? La chance qu'on a. La chance qu'on a, parce que tout est inversé aujourd'hui. La guerre, c'est le bien, la paix, c'est le mal. La chance qu'on a, c'est d'avoir un président américain, Trump, qui veut la paix. Si Trump voulait la guerre, envoyer des bombes nucléaires sur la Russie, mais qu'est-ce qu'on entendrait? On a la chance d'avoir Trump qui revient à la raison, qui remet la raison au cœur des États-Unis en disant une paix est possible, on va négocier la paix, on va arrêter cette guerre folle qui nuit à l'Occident tout entier, qui nuit à l'Europe, qui ruine nos économies. Si le prix du gaz de tous les Français est 3 fois plus cher, c'est à cause de cette guerre. Donc, on a la chance de pouvoir faire une paix et on a nos dirigeants européens qui continuent à hurler à la guerre sans d'ailleurs se donner les moyens de la faire. Donc moi, je considère... Ils sont en train de revoir le réarmement, on va en parler. Mais donc, ça veut rien dire. Le réarmement, excusez-moi, Nicolas Dupont-Aignan, la guerre, c'est pas des armes. Est-ce que vous pouvez répondre quand même à un moment donné à mes questions quand même? Parce que c'est bien, mais si vous faites qu'un déroulé, c'est plus une interview. Non, mais Patrick Roger, la guerre, ce ne sont pas des armements, ce sont des hommes. In the various meetings in the last few weeks, most recently 2 days ago in London, the answer from European capitals has been as resounding as it is clear. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security.
And this is why today I have written a letter to the leaders ahead of Thursday's European Council. This is why we are here together today. I have outlined in this letter to the leaders the Rearm Europe plan. This set of proposals focuses on how to use all the financial levers at our disposal in order to help member states to quickly and significantly increase expenditures in defence capabilities, urgently now, but also over a longer period of time over this decade. Sommet qui s'est conclu par des déclarations. Alors on a montré une chaleur, on a montré qu'on était ensemble. Il y a eu une déclaration belliqueuse, notamment de Keir Starmer, qui dit nous serons présents dans les airs et sur le sol. Donc on s'attend, voilà. Puis après, on regarde un peu l'armée britannique et on a quelques frayeurs, vu qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais aussi par le constat, et ça c'est intéressant parce qu'à chaque fin de phrase, il y a toujours que rien ne peut se faire sans l'appui et sans l'intervention des États-Unis. C'est ça qui est assez terrible. Donc la déclaration la plus significative, me semble-t-il, étant celle de Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui était présent et qui conseille à Zelensky de se réconcilier au plus vite avec Donald Trump et de signer ce fameux accord sur les terres rares. Si demain, on me dit tout ça, ça va permettre à Dassault, à Giat, à Nexter, etc., de reprendre des marchés et donc probablement de recréer des emplois en France industriels et compagnie. Mais qui dirait non, puisque c'est ce dont souffre notre pays? On peut le comprendre, mais c'est pas pour faire ça. C'est pour balancer ça dans des projets qui ne verront jamais le jour ou qui seront des projets que les Allemands feront capoter comme l'Eurofighter ou donc au final, qu'est-ce que feront ces gens-là avec cet argent? Ils appelleront Washington, ils diront au fait, il vous reste pas 2-3 F-35 qui volent encore. Parce que c'est exactement comme ça que ça va se passer. Hein, c'est pas du tout autrement. Et puis alors, bien sûr, parce que là on parle des grands discours, des grandes postures, donc des Pays-Bas ou de ce genre de pays, ou alors la folle de la Baltique. Hein, maintenant, je vais l'appeler comme ça, la mère Callas là, parce que Callas, pour moi, c'est un nom noble, mais qui commence par un C. Et c'était une immense chanteuse. Oui, c'est certainement pas cette sale bonne femme, donc ce sera la folle de la Baltique dans mon discours désormais. Ces gens-là, ils vont se retrouver quand même, puisqu'on parle de budget de défense européen, ils vont se retrouver face à Fico, ils vont se retrouver face à Orban et peut-être même à Meloni, qui voudra pas parce que l'Italie n'a pas envie de se lancer dans ce genre de choses parce que son économie affleure à peine dans le positif et elle n'a pas envie de faire replonger les choses. Donc, c'est encore une fois beaucoup de bruit pour rien. Ah oui, Meloni n'a pas envie de rompre avec Trump. Du tout. Elle veut garder des liens avec les Russes. Quand Scholz a dit il faudrait peut-être parler aux Russes, il s'est fait immédiatement critiquer. Mais à un moment, on a vu les résultats des élections, voilà, aussi allemandes. À un moment, il va falloir quand même se calmer, arrêter de s'énerver dans tous les sens. Là, je vois monter un sentiment anti-américain qui me fait sourire. Alors tout d'un coup, on redécouvre. L'Europe est en train de découvrir. Voilà, il y avait un monstre, maintenant il y en a un deuxième, donc ils ont leurs deux démons. On va pouvoir taper sur les deux vilains. Mais bon, taper, mais si rien ne se passe, c'est ennuyeux. On va regarder avec intérêt ce que Madame von der Leyen va faire en détail, parce qu'elle annonce un chiffre magique, 800 milliards. Quand on regarde un peu plus près, il s'agit de 150 milliards de prêts qui vont s'ajouter à nos dettes, plus 350 milliards de fonds européens qui vont de fonds structurels qui vont être adaptés à la défense, tant mieux. Mais je rappelle quand même que la mère von der Leyen, pardon de cette familiarité avec cette dame que j'ai du mal à supporter, franchement, depuis le début. Vous n'êtes pas le seul. Mais... Bon, il faut savoir que elle est quand même la patronne de quelque chose qui s'appelle la taxonomie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la taxonomie. Ce sont des normes fixées par les experts de la Commission qui interdisent aux banques de prêter aux choses qu'ils n'aiment pas. Par exemple, le pétrole, le gaz et l'armement. Les banques européennes n'ont pas le droit de financer l'industrie d'armement. Vous imaginez un peu le truc. Alors, qui va le financer ? Deuxièmement, la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui est quand même le bras armé de la finance de l'Europe, a interdiction jusqu'à présent de financer l'industrie de défense en Europe. Donc, quand vous voyez des gens qui font ça,
Bon, on peut avoir quelques doutes sur le sérieux de ce qu'il raconte. Alors elle dit, maintenant je vais changer, on va prêter de l'argent, on va encourager nos industries de défense, très bien. Mais ce qu'il faut, c'est arrêter aussi un système où, par exemple, la Pologne a touché 300 milliards d'aides européennes, c'est-à-dire notre pognon à nous, si j'ose dire, aussi. Contribuables, bien sûr. Et pour faire quoi ? Pour acheter du matériel américain, des F-35, des hélicoptères. Les contrats avec les Français étaient supprimés. Donc pour que tout ça ait un sens, il faut que cet argent aille aux industriels européens et que ça ruisselle dans les économies européennes. Parce que l'industrie de défense, elle a plein d'applications dans le civil. Sauf que tout le monde... Le fait que tout est en train de s'effondrer pour eux, ce qui est un très bon signe pour l'issue de la guerre, on voit qu'ils ont complètement pété un boulon, qu'ils savent plus d'ailleurs exactement comment faire, parce que là, à part délirer, il n'y a pas vraiment de ressort réel et sérieux. On voit que son autre acolyte, qui s'appelle pas Jackie, mais qui s'appelle Michel Goya, cette fois-ci, alors lui s'empêtre verbalement dans sa ritournelle, hein, c'est bien parce qu'ils passent l'un après l'autre quasiment, ils sont tous les deux d'un ridicule. On les avait vus ridicules, mais ça pouvait encore peser il y a 2 ans quand ils nous parlaient de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, etc., parce que elle n'avait pas encore eu lieu. Beaucoup de gens n'écoutaient pas nos canaux d'information parce qu'ils étaient marginalisés. Donc ça n'était ridicule que pour ceux qui avaient, entre guillemets, avec un peu de recul et qui étaient un peu spécialistes de ces questions-là. Alors, Zelensky, venons-en à lui, on le sent, joue une partition dangereuse dans cette affaire. Après l'épisode de la Maison-Blanche, il s'est retrouvé à 2 doigts, on va dire, de signer la fin de sa carrière politique et son retour probable dans le métier des arts. Zelensky semble ne pas comprendre en fait que les temps ont changé et que ceux avec qui il ressentait le plus d'affinité, vous savez, les mondialistes occidentaux, la gauche américaine, Joe Biden, les Européens, ils ont peu de pouvoir en 2025. En revanche, les acteurs qu'il n'aime pas et contre qui il est intervenu, tout le monde avait oublié, vous savez, ça a été rappelé dans le duel avec J.D. Vance, tout le monde avait oublié cette fameuse visite en septembre 2024 dans le cadre de la campagne électorale à Scranton, en Pennsylvanie. Donald Trump et J.D. Vance, eux, n'avaient pas oublié où Volodymyr Zelensky était venu sur la campagne, en fait, de Joe Biden. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est que ceux-là, et bien qu'ils lui disent d'arrêter la guerre, qui veulent lui imposer justement ce règlement de cet accord sur les terres, eh bien ce sont justement précisément ceux et les seuls qui peuvent encore le sauver. C'est la séquence média, la pente naturelle la plus facile, c'était d'accentuer les médias. Les médias, ils sont nourris à ça, au bon sentiment, la liberté, le truc, les Russes c'est pas bien, les Américains c'est bien, donc voilà. Et on a suivi comme des moutons, sans, encore une fois, qu'il y ait une vraie discussion. Hier, à l'Assemblée, j'ai écouté le débat, j'étais effondré aussi. Où était la discussion? Qui a mis un seul chiffre? Moi j'ai entendu Bayrou nous expliquer qu'on était plus fort que tout le monde, et que si on additionnait tout le monde, on était plus fort que les Russes, plus fort que les Américains. Mais moi, j'ai des collègues aux États-Unis qui se marrent, quoi, qui m'envoyaient, ils me disent, mais ils disent ça vraiment dans votre pays? Hein, mais c'est pas possible. Si on est aussi fort que ça, mais allons-y. Oui, allez-y. Renversons Poutine tout de suite. Bien sûr, aux armes citoyens. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est pas sérieux. Donc, alors, quand vous dites qu'ils ne savaient pas, aujourd'hui, que Bayrou, mais on prend Bayrou pour prendre quelqu'un d'autre, prononce un discours pareil. Aujourd'hui, il sait, lui et beaucoup d'autres. Comment peut-on prononcer un discours pareil? Je parle de la France, mais il y en a d'autres. Allons-y, les gars, les va-t-en-guerre, on fonce. Alors, Emmanuel Macron a trouvé là une aubaine fantastique pour relancer sa carrière totalement arrêtée depuis la dissolution. L'Ukraine, il devient le fer de lance de la défense européenne et de l'Ukraine. Il propose de passer de 2% à 3,5% les dépenses de défense de la France dans le cadre de l'OTAN. Et puis, il propose une trêve. Bref, il est à la manœuvre. Ça lui permet d'exister sur la scène internationale et ça lui va bien dans les sondages puisque les Français se disent « Ah ben voilà, on a un leader incroyable. » Leader incroyable qui, je le rappelle, a endetté la France à hauteur de 3 400 milliards d'euros et où la réindustrialisation est au point mort et où, dorénavant, on peut même parler peut-être à son sujet de haute trahison lorsqu'il est question de revoir de fond en comble la doctrine nucléaire, même si lui s'en défend. Mais nous verrons dans les mois qui viennent si, justement, pour finir son
son travail d'achèvement de la nation française, il ne va pas proposer de revoir de fond en comble cette doctrine et de proposer un parapluie nucléaire à tous les membres de l'Union européenne. Donc voilà où nous en sommes. Ça reste un jeu de cartes, malheureusement, avec des vies qui sont en jeu et des Européens qui n'ont pas les moyens, finalement, de leur positionnement, mais qui continuent de gesticuler face à un Donald Trump tout-puissant, n'en déplaise à ceux qui voudraient le voir quitter la Maison-Blanche au plus vite. Mais par contre, ça, je suis tout à fait d'accord, on finira avec des programmes nationaux de pillage des épargnes des uns et des autres pour renflouer les caisses que ces gens-là se sont évertués à vider, comme ils l'ont fait depuis la mort du général de Gaulle, en faisant du gaspillage, du grand n'importe quoi, et que l'Ukraine, malheureusement pour l'Ukraine, tout ça ne servira que de prétexte. Voilà, ça n'est qu'un prétexte. Comme il y a eu la Covid, comme il y a eu, je sais pas, moi là, ce qu'on nous racontait il y a encore 6 mois sur les retraites, tout ça, ce ne sont que des prétextes. Et donc, on s'amuse à qui mieux à faire peur aux Français qui, encore une fois, ont autre chose à foutre que de chercher de l'information parce qu'il faut bien travailler pour manger et s'occuper de ses mômes. Et donc, les pauvres gens, j'ai vu là, la semaine dernière, alors, je sais pas d'où ça sortait, Macron a gagné 6 points dans un sondage. Et surtout, pire, Sylvain, c'est que là, moi, je suis tombé, parce que maintenant, c'est moi qui dois faire la revue de presse et non Nicolas, donc je m'inflige l'intégralité, quasiment, là, des articles de presse qui tombent dans la nuit, en plus. Et si Macron avait raison depuis le début? C'est les titres c'est quand même absolument incroyable. Voilà, donc moi je tombe sur ça à 1h du matin, j'ai envie de mourir. Et s'il avait raison depuis le début sur sa fameuse volonté d'Europe puissance? Tout ça est une vaste plaisanterie. Alors, premièrement, j'entendais le ministre des Affaires étrangères français. Je rappelle au ministre qu'il est ministre dans un pays qui n'arrive même pas à maintenir l'ordre dans ses banlieues. Donc, si là, on nous parle de tenir tête à la Russie et à Vladimir Poutine qui a le plus grand stock d'armes nucléaires, c'est le pays, la Russie, qui a le plus grand stock d'armes nucléaires de la planète. C'est un pays qui a montré qu'il était capable de payer le prix du sang, comme l'ont payé aussi d'ailleurs les Ukrainiens. Les Ukrainiens et les Russes ont montré qu'ils étaient capables de payer le prix du sang. Je ne suis pas sûr que les Français soient capables de payer le prix du sang. Et donc que la France commence par régler ses problèmes d'insécurité, par rétablir l'ordre partout sur son territoire, ce qui est très loin d'être le cas, par réindustrialiser le pays, parce que pour pouvoir fournir des armes et avoir une base de défense, il faut déjà avoir des usines. Qu'elle commence aussi par remettre de l'ordre dans ses finances publiques pour pouvoir financer cet effort de défense. Et après, une fois qu'on aura remis de l'ordre à l'intérieur du pays, peut-être qu'on pourra être sérieux et respecté à l'extérieur. Mais tant qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité aux portes de Paris, sur le chemin qui va du métro ou du RER jusqu'au Stade de France, eh bien, en fait, on se tait et on arrête de faire parce que c'est juste là une vaste plaisanterie. Alors, en outre, Zelensky continue de parcourir les chancelleries avec un message qu'il se bat pour nous, pour nos valeurs, que s'il perd, Poutine envahira l'Europe. C'est un peu ce que disait, donc en intro, je disais Jean-Noël Barrot. Il dit à Trump... Vous avez les océans qui vous protègent, mais vous finirez par ressentir les effets de notre guerre, ce à quoi Donald Trump lui a répondu qu'il n'était pas en mesure de dire aux États-Unis ce qu'ils allaient ressentir et qu'ils jouaient avec la Troisième Guerre mondiale. Alors, les Européens et le Canada haussent le ton, tout en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique et qu'ils ne peuvent pas, en vue de leurs économies, de leur budget militaire, faut bien le dire, de l'impopularité de la guerre auprès de leurs opinions, remplacer totalement les USA dans le conflit. C'est totalement illusoire. Parce que le rêve d'Emmanuel Macron, c'est le rêve de tout le monde depuis la mort du général de Gaulle, c'est de croire à cette Europe puissance, c'est de croire à cette fédéralisation. Et tout ça, c'est une chimère. Alors, c'est terrible parce que dans l'histoire du temps long, les gens devraient pourtant s'accommoder là-dessus. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers et en même temps les nostalgiques de l'Empire romain. Et ça fait ça fait plus de 1500 ans que ça dure. On est dans cette nostalgie politique depuis 1500 ans. Alors, un coup ça a été les Allemands, un coup ça a été nous, un coup ça a été d'autres qui ont essayé les Habsbourg qui ont essayé de remettre en place cet empire européen unifié sur le modèle romain. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien, que les Allemands ont appelé ça le Saint-Empire romain germanique. C'était en référence à l'empire romain.
Mais l'histoire nous a prouvé, au bout de 1500 ans quand même, que ça n'était pas possible. Et alors, le côté, depuis 1945, de nous dire on s'est trompé, on l'a fait par la guerre, c'était pas bien, on va vous le faire par la paix, ça marchera pas non plus. Ça ne peut pas marcher de nouveau. Les Romains l'ont réalisé avec un temps devant eux qui était colossal, avec des moyens qui étaient colossaux et qui étaient coercitifs. Ne l'oublions pas, c'est-à-dire que l'Empire romain, dans sa grandeur, c'était à coups de légion dans la figure si on n'était pas sage. Et puis même pour conquérir, nous Gaulois, nous le savons, c'est à coups de légion que ça se déroule la conquête. C'est pas pacifique, c'est pas en arrivant avec le meilleur des poètes romains que les populations se sont laissées dominer. Alors par contre, une fois que la domination était en place, là il y avait une véritable œuvre de civilisation qui s'est installée et qui a laissé des traces encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'en 1950, quand on a créé les premiers éléments de l'Union européenne, enfin les vestiges préhistoriques aujourd'hui, la CECA, etc. Déjà, tout ça, c'était avec l'œil de Washington et les agents de Washington, donc c'était pas les Européens eux-mêmes qui mettaient ça en place. Et puis, la différence, le point de divergence qui fait que tout ça est impossible était toujours là. Quel est mon point commun, à part cet héritage entre moi, français, et Madame Callas, balte, et la folle de la Baltique. On a un héritage européen, voilà. On a un héritage, il faut le rappeler, qui est bien sûr qui a été cimenté par le christianisme, je vais dire le christianisme en général. Voilà, donc c'est tout. Alors déjà, vu qu'on a évacué l'aspect religieux, alors pas au début, parce qu'au début de l'Union européenne, enfin dans les prémices là dont je parlais, il y avait toute la social-démocratie et la démocratie chrétienne qui étaient encore puissantes, et la démocratie chrétienne essayait justement de mettre en avant cet héritage chrétien pour essayer de cimenter tout le monde. Mais ça ne suffit pas, d'autant plus que le christianisme, comme l'a rappelé Emmanuel Todd, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est un christianisme zombie, il sert plus à grand chose. Donc, puisqu'il n'y a rien en commun, sinon cet héritage qu'on a plutôt tendance à passer pour perte et profit, eh bien, il n'y a aucun moyen de faire quelque chose en commun. Alors, on peut faire des échanges étudiants, on peut faire, comme moi je l'ai vécu, des pèlerinages religieux, on peut faire ce genre de choses. Mais c'est tout. On peut pas politiquement exister. Ça n'est pas possible. Et on le voit encore aujourd'hui. Orban, Fico, ce qui peut se passer demain en Roumanie si Georgescu on le laisse prendre enfin part aux élections correctement. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un qui est né sur les bords du Tage au Portugal se sente un rapport commun avec quelqu'un qui vient de Lituanie, sinon ce vieil héritage chrétien? Rien. De l'autre côté, on ne peut pas laisser des gens vivre dans des camps, parce que Gaza, c'est un camp, c'est pas autre chose, c'est un camp de réfugiés, et en plus très contrôlé. Un camp de on ne peut pas laisser les gens vivre comme ça. C'est peut-être un camp de concentration, non? Oui, sur certains points, c'est pas terrible. Quand on voit bien que les conditions de vie, le problème des frontières, ils ne peuvent pas sortir sous des contrôles humiliants, il y a des bateaux qui ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas aller pêcher. Enfin, c'est un camp de concentration, C'est pire qu'un ghetto, Donc il y a un problème de fond et il faut le régler. Alors, moi, ce que j'en... International Gaza avec les Gazaouis, les dirigeants arabes sont réunis au Caire aujourd'hui pour proposer leur plan de paix et de reconstruction de l'enclave palestinienne dévastée par 14 mois de guerre. Un plan alternatif à celui de Donald Trump qui a défendu, on s'en souvient, l'idée d'une Riviera du Moyen-Orient en lieu et place du territoire palestinien, vidé si possible de ses habitants. L'organisation pan-arabe a donc des propositions à faire. Bonjour Edouard Dropsy, vous êtes au Caire. Quelles sont-elles, ces propositions ? Bonjour. Oui, alors déjà, à l'origine, cette réunion devait avoir lieu au Bahreïn, mais vous l'avez rappelé, après les propositions américaines de faire de la bande de Gaza la Riviera du Moyen-Orient, eh bien, l'Égypte a demandé de déplacer cette réunion donc au Caire.
L'ambition avouée donc de ce sommet, c'est donc de proposer un plan alternatif au plan israélien et au plan américain, et parce que pour l'ensemble des pays arabes, il est hors de question que les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie vers la Jordanie ou de la bande de Gaza vers l'Égypte, et bien que les Palestiniens quittent leur terre. Il a bien fallu un mois aux Égyptiens pour commencer à proposer ce plan alternatif qui n'a toujours pas été chiffré, mais qui a été étudié par différentes institutions financières. Et d'ailleurs, à l'issue de ce sommet, eh bien, le ministre des Affaires étrangères égyptien devrait proposer une levée de fonds pour cette reconstruction. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce plan ? Il devrait se dérouler en 3 phases. Une première phase assez nébuleuse, dite d'urgence, puis une seconde où les Gazaouis seraient déplacés dans la bande de Gaza en forme de rotation au gré des reconstructions et qui devrait durer 3 ans. Et enfin, une phase de développement. Ce plan a également pour ambition d'écarter le Hamas de la gestion de la bande de Gaza après-guerre, mais encore une fois, on ne sait pas encore comment. Cette réunion s'ouvre dans un contexte d'impasse du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui était censé entrer, Édouard, dans sa deuxième phase le week-end dernier ? Oui, alors effectivement, même en amont de la deuxième phase qui devait être actée donc le week-end dernier et qui est désormais gelée après le refus israélien de délivrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, eh bien en amont de cette deuxième phase qui devait avoir lieu, il y avait déjà eu des négociations entre les États-Unis, le Qatar et l'Égypte au Caire. Alors pour essayer de débloquer cette situation, l'Égypte a proposé une extension de la phase 1 du cessez-le-feu où le Hamas proposerait donc la libération de 6 otages. Mais pour le moment, ces négociations demeurent totalement gelées, et tant Israël semble soutenu par l'administration américaine qui continue de bouleverser les codes diplomatiques. Et on peut être sûr que ces négociations seront au menu des discussions donc de ce grand sommet arabe pour la reconstruction de Gaza qui devrait s'achever donc dans la nuit sur une déclaration commune. Édouard de Ropsy au Caire, merci beaucoup. On va parler du pape Vincent. Il a subi une nouvelle crise respiratoire sévère hier. Les médecins sont d'ailleurs plutôt réservés sur l'évolution de son état de santé. Alors le pape François a disparu il y a 3 semaines. Pas de message, pas de vidéo, pas même une photo sur son lit d'hôpital comme Jean-Paul II. Depuis le 14 février, on ne l'a pas vu, on ne l'a plus entendu, sauf le personnel soignant de la clinique Gemelli et les gardes qu'il protège. Autre curiosité, sa vie est en jeu à l'évidence, et pourtant les médias en parlent à peine. Ils ne sont pas mobilisés à son chevet. Comme nul ne sait ni le jour ni l'heure, eh bien les journaux préparent en coulisses des pages spéciales, le bilan d'un règne, une liste de papabilés, ni l'un ni l'autre n'étant d'ailleurs facile à dresser parce que François est un pape plein de contradictions et que le futur conclave est composé pour l'essentiel d'inconnus qu'il a lui-même nommés. Alors les médias reprennent les bulletins de santé communiqués par les services du Saint-Siège. Alors ils les reprennent sans jamais s'interroger sur ces bulletins qui sonnent le tocsin le matin et se veulent rassurants le soir, qui vous disent que le pape est à l'agonie mais qu'il travaille, qu'il a une pneumonie interstitielle bilatérale, qu'il a fait une crise d'asthme sévère, une autre de bronchospasme avec vomissement, qu'il est sous assistance respiratoire, c'est-à-dire avec un masque mais sans être intubé, et en même temps le communiqué de presse indique régulièrement que le pape travaille, qu'il a lu les journaux après le petit déjeuner, qu'il a été dans sa chapelle pendant 20 minutes, etc. Si vous interrogez un pneumologue, un interniste, un gérontologue, car le pape est un homme de 88 ans souffrant d'obésité, ils vous diront tous la même chose. Dans son état, on ne sort pas de son lit. Bref, les communiqués sont bidons. Mais quel est l'intérêt de cacher la réalité, Vincent ? Alors, ce qui se passe dans la tête des communicants est un grand mystère. Minimiser la gravité de la situation permet peut-être de gagner du temps, de préparer la suite, évite de se poser des questions. La question, par exemple, qui gouverne pendant que le Saint-Père se prépare à sa rencontre avec le Créateur ? Et quant aux catholiques, eh bien, ils font monter autour du Saint-Père leurs prières. Ils se sont tenus pareillement au chevet de Jean-Paul II, avec une différence cependant. La foule se retrouvait sous ses fenêtres devant la clinique Gemelli, comme place Saint-Pierre. Les croyants témoignaient spontanément de leur foi et venaient partager la souffrance de leur souverain. Toutes les paroisses de la chrétienté ont prié pour Jean-Paul II. Ça n'a pas été le cas avec Benoît XVI, et pour cause, il s'était retiré du monde. Et c'est pas le cas avec François. Non, il y a peu de manifestations de ferveur.
et de compassion. Ce n'est pas le même pontificat. Un chapelet a bien été organisé avec des cardinaux la semaine dernière, place Saint-Pierre, mais les Romains n'étaient pas au rendez-vous. C'était plus solennel, beaucoup moins populaire. C'est ainsi que François se retire sur la pointe des pieds. Je ne dirais pas la pointe des bulles, il n'en porte pas. François, premier pape venu d'Amérique, premier pape jésuite, il a été mal aimé et il a été prophétique en disant à la vieille Europe qu'elle donnait l'impression d'une grand-mère qui n'est plus ni féconde ni vivante. Il n'a pas attendu Donald Trump pour se tourner vers la Chine, pour tenter en vain de normaliser avec Moscou, pour se détourner de l'Europe, jugée arrogante, égoïste et ayant trahi les promesses de son baptême. Décidément, les Européens ne sont plus le centre du monde. Ils doivent se réveiller s'ils veulent échapper au mépris qu'à l'évidence ils suscitent. Si cette question et si cette dérive devaient et venaient à se confirmer, doivent trancher par référendum sur ces enjeux vitaux pour notre nation. C'est une obligation morale et politique. L'Europe doit se construire avec les peuples, pas dans les petits cénacles et les conciliabules des dirigeants. Nous appelons aujourd'hui au sursaut français. Et parallèlement, cette déclaration hier de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons rétablir la sécurité pour tous nos peuples et c'est vraiment possible. Et pour rétablir cette sécurité, Emmanuel Macron n'a qu'une idée en tête, réarmer l'Europe. Le chef de l'État a notamment appelé dimanche à ouvrir les discussions sur un partage avec les 27 de la dissuasion nucléaire que la France est la seule puissance européenne à posséder. Pour le président, il ne faut pas avoir peur de ce sujet. Pourtant, il est loin de faire l'unanimité dans la classe politique. Maï-Hélène Trémollet. Hors de question pour les Républicains ou le Rassemblement national d'entamer une discussion sur un éventuel partage de la dissuasion nucléaire française. Pour Marine Le Pen, cela reviendrait à renoncer à la clé de voûte de la sécurité nationale. Partager la dissuasion, c'est l'abolir. Le feu nucléaire est un absolu. Un absolu ne se relativise pas, sauf à ne plus exister. On ne dissuade un agresseur qu'en le laissant dans l'incertitude. Un point de vue partagé en partie par Jean-Luc Mélenchon qui appelle plus sobrement à faire obstacle à l'Europe de la défense. À l'inverse, le Parti socialiste s'aligne sur la proposition du chef de l'État et insiste sur le rôle crucial de la France dans la sécurité européenne. Boris Vallaud, chef de file des députés PS. Les intérêts vitaux de la France comportent nécessairement une dimension européenne. La dissuasion nucléaire sera d'évidence l'une des questions majeures de la construction d'une sécurité commune européenne. Très défendue par le futur chancelier allemand Friedrich Merz, cette question du partage de l'arme nucléaire devrait être au centre des discussions ce jeudi à Bruxelles, à l'occasion du sommet européen pour la défense. Maï-Hélène. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.